amis journalistes. Cette minute pour parler des révisions, des spécificités du code me paraissent assez courtes, mais nous allons nous y conformer. Il faut d'abord dire que la révision de la loi 98-04 du 11 février 98 portant code de la presse et de la communication, en ces modifications successives en 2000, 2002, 2004, s'inscrit dans une perspective d'adaptation de la profession de journaliste aux évolutions de la profession, avec l'information et la communication encore appelée nouveaux médias d'une part, et d'autre part, une nécessaire solution aux manquements ou dérives qui induisent des procès contre des journalistes ces derniers temps. Avec l'influence d'Internet et des réseaux sociaux, il est devenu impérieux d'intégrer également cette nouvelle forme de communication dans notre code. D'un autre côté, le caractère quasi libéral de l'ancienne législation donnait libre cours à certains manquements ou à certaines dérives qui fragilisaient la corporation. Donc il devait nécessaire d'opérer cette réforme modificative qui, sans mettre en cause la charpente essentielle de la liberté de presse réaffirmée dans la Constitution, a touché à plusieurs aspects. Le premier aspect concerne la qualité ou le statut du journalisme ou du technicien de presse. Et c'est la qualification académique et l'expérience qui sous-tendent, qui constituent les critères ou les conditions d'accès à la profession. Ces précisions ont eu pour but de relever le pari de la professionnalisation et du respect des règles éthiques et déontologiques. Et ensuite, le nouveau code a mis l'accent sur les droits et devoirs des journalistes, des techniciens des médias auxiliaires de presse. D'abord sur le plan des droits, on a rappelé un certain nombre de droits. Je ne peux pas les évoquer tous ici. Le droit, l'indépendance et la responsabilité, le libre accès à toutes les sources d'information, la liberté d'investiguer, le droit de rupture de son contrat avec l'indemnisation en cas de désaccord avec l'entreprise employeur, le droit à la sécurité de sa personne et de son matériel de travail, le droit à une formation continue, le droit de se voir appliquer la législation en matière de droit de travail, ainsi que le droit de soulever la clause de conscience. Ce sont en gros quelques droits que comporte ce texte. Il y a eu également un chapelet de devoirs qui s'analyse au respect du code éthique de la déontologie, l'obligation d'assumer la pleine responsabilité de ses écrits, l'obligation d'observer une grande rigueur professionnelle, l'obligation d'honnêteté et d'impartialité dans la collecte des informations, l'obligation de défendre avec dignité et probité la corporation, l'obligation de ne pas déformer les faits ou de publier des informations, des documents qui ont été obtenus par ruse ou par malhonnêteté, le devoir de garder le secret professionnel, l'obligation de respecter la dignité humaine, un certain nombre d'obligations, de devoirs qui sont portés à la charge des journalistes. Et à ce niveau, on peut considérer que la balance des droits et des devoirs fait largement penser le plateau au profit des devoirs, ce qui apparaît comme un accent particulier mis sur les règles éthiques et déontologiques qui sont mises à mal ces derniers temps et dans la violation du justifié les modifications opérées. La deuxième spécificité, c'est l'introduction de la carte de la presse. La troisième, c'est la création, la transformation des organes de presse en entreprises de presse. Et ensuite, la consolidation de l'aide à l'État aux sociétés de presse. Voilà les éléments essentiels du contenu de ce texte qui ont permis aux législateurs d'orienter l'exercice de la profession vers une véritable professionnalisation et une véritable moralisation. Mais moi je pense, à mon avis, que le nouveau code de la presse
n'a pas renoncé à son caractère libéral puisqu'il a maintenu les droits attachés à l'exercice de la profession, mais s'est attelé aussi à fixer des devoirs y afférents et des règles déontologiques. Il faut cependant relever que ce test gagnerait à renforcer la protection des journalistes contre l'arbitraire des patrons de presse, les menaces des pouvoirs publics ou pouvoirs économiques. Il aurait fallu aussi insister sur le contour de la concurrence déloyale, aussi bien de la part des journalistes que des patrons de presse. Un renvoi aux dispositions de l'article 493 et 494 en cas de menace et de violence envers les représentants de l'autorité publique dont pourraient bénéficier les journalistes d'État aurait été un plus dans les garanties de protection individuelle de cette catégorie d'acteurs de la profession. Un autre alinéa à l'article 28 aurait pu préciser les sanctions que pouvaient subir tous ceux qui empêcheraient le journaliste de faire son travail ou porteraient atteinte à la sécurité de sa personne. De même, l'obligation pour le patron de presse de respecter la législation nationale et sociale qui implique la conclusion d'un contrat de travail, le paiement d'un salaire régulier et décent, la déclaration à la caisse de sécurité sociale et les avantages légaux devaient être précisés par un renvoi au test qui sanctionne le manquement à ces obligations. Par ailleurs, même si les dispositions du nouveau code ne sont pas rétroactives, je considère qu'une adaptation progressive permettra aux patrons d'entreprises de presse de se convertir aux pratiques d'une société commerciale viable et respectueuse de la législation en vigueur. Les patrons de presse actuels qui ne remplissent pas les conditions académiques ou de compétences ou d'expérience pourront donc se remettre à niveau pour répondre aux exigences du nouveau code. Les précisions sur les règles déontologiques me paraissent importantes, car pendant longtemps ce fut le talon d'Achille de notre presse. De même, la clause de conscience relève du seul jugement du journaliste, soumis à des présenteurs socio-économiques qui font que malheureusement le journaliste en général et les journalistes des médias d'État se comportent parfois comme des relais des hauts faits de la ligne de pensée des pouvoirs publics. On peut se réjouir des dispositions de l'article 42, car l'image des journalistes en reportage qui s'alignent pour prendre des enveloppes que l'on prépare les organisateurs d'un séminaire ou d'événements a frappé beaucoup d'esprits. Toutefois, à l'heure de charge, il faut dire qu'il est difficile de se départir de ce comportement si on ne rémunère pas de façon décente les journalistes et si les conditions dans lesquelles ils sont envoyés en reportage ne sont pas améliorées. Le législateur aurait pu également y mettre l'accent. Le nouveau code de la presse et de la communication constitue un cadre favorable à l'exercice de la liberté d'expression. Néanmoins, personne de constater que malgré la dépénalisation des délits de presse, certains journalistes sont encore convoqués ou gardés à vue par le service central ou autre unité de garde à vue. Il est nécessaire pour chaque acteur d'œuvrer pour l'enracinement d'une presse libre et indépendante. Maintenant, à l'endroit du ministère de tutelle, je voudrais faire un certain nombre de propositions et également à l'endroit des journalistes pour finir mon exposé. Je pense que le ministère de tutelle doit changer, doit travailler, mettre en place des structures en vue de changer les officines que sont les actuels organes de presse en véritables entreprises qui participent à la croissance tout en informant sur la gouvernance politique et économique. Faire en sorte que l'aide de l'État à la presse n'aille pas aux entreprises de presse cooptées par les pouvoirs publics ou qui sont prêtes à des compromissions éditoriales. D'où la nécessité de créer un organe indépendant d'utilisation de l'aide d'État au profit de la corporation. Il faut mettre en place un mécanisme non partisan ou non discriminant d'attribution de la carte de presse. Renforcer les organes d'autorégulation et surtout permettre aux gendarmes de l'éthique journalistique de pouvoir travailler sérieusement et librement. Favoriser les conditions d'une réelle liberté associative ou syndicale réelle sans ingérence ou manipulation politique. Pour cela, donc pour rendre ce code pratique, il faut très vite des degrés d'application sur certains aspects ou à tout le moins mettre en place des mécanismes ou renforcer ceux existants en vue de rendre efficientes les dispositions de ce test. Pour ce qui concerne les journalistes, ils doivent prendre conscience que la presse constitue un maillon essentiel de l'état de droit, dont le bon fonctionnement dépend des bonnes pratiques journalistiques. De ce fait, ils doivent créer des remparts nécessaires
à la protection des droits qui leur sont octroyés et qui trouvent leur expression dans les devoirs et obligations auxquels ils sont astreints. Au total, les nouvelles modifications, la réforme OPE permettent à la profession, à la corporation de s'adapter aux nouvelles réalités nées de la mondialisation et nées également de l'imprégnance des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours. Le nouveau code a l'ambition d'intégrer les nouveaux instruments d'exercice de la profession, mais également de créer les conditions d'une professionnalisation de compétences et d'acquisition de la culture générale. Il nous faut donc œuvrer à changer la nature de la presse congolaise. Nous espérons que ce nouveau test répondra aux attentes des législateurs. Je voudrais pour finir pour vous dire qu'il faut désormais passer de la presse de dénonciation calomnieuse à la presse de construction et de formation citoyenne. Franchir le palier qualitatif et consultatif. La presse et la société civile sont les poumons de la démocratie. Si la presse respire bien, la démocratie sent bon et la société s'épanouit mieux. Ce test nous offre-t-il le droit de dire sans crainte qu'une ère nouvelle s'est levée pour le journaliste congolais? Seuls vous et nous pouvons répondre à cette question. De toute façon, la balle est dans notre camp. Celui qui vit, verra. Chaque jour est une vie, travailler à la beauté de la vie. Je vous remercie.